Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme dit Antoinette, il faut un moment pour débuter, mais soyez rassurés, il y aura aussi un moment pour conclure. Merci de passer cette journée avec nous autour des questions de la migration, mais également des enjeux éthiques. Vous allez voir à travers cette journée, si elle est réussie, elle le sera. On aura les uns et les autres une richesse particulière au niveau de nos réflexions. Au nom du comité préparatoire, je ne sais pas si on dit comité préparatoire, en tous les cas de celles et ceux qui se sont investis avec compétence et talent dans le montage de cette journée, je tiens à vous dire qu'on est d'abord heureux de vous accueillir. Beaucoup d'entre vous ont le privilège d'être là, d'autres n'ont pas pu venir parce que vous avez des inquiétudes sur des questions de train par exemple. Et on tourne donc, on filme avec Patrice Dubos cette journée, donc vous pourrez la retrouver sur différents sites. Ainsi pouvoir, par exemple, utiliser quelques interventions de façon à pouvoir les approfondir. Donc je me présente, je suis Emmanuel Hirsch, je dirige l'espace éthique d'Île-de-France. Je vais juste dire en mots introductifs, lorsque l'espace éthique s'est créé en 1995, une de nos premières rencontres a été la rencontre avec Jacques Lebas. Et Jacques Lebas qui est créé, au moment où on a créé l'espace éthique, c'était un symbole pour nous important, la consultation Baudelaire à Saint-Antoine. Et ce qui nous avait beaucoup impressionné, c'était des gens de l'humanitaire, puisqu'il avait eu des responsabilités importantes dans une association internationale, qui avaient décidé de transposer en France, dans des hôpitaux, la question de la précarité, de la vulnérabilité, de la responsabilité des soignants à l'égard des personnes dans ces situations. Donc en 1995, il y a eu un marqueur pour nous important. Le contexte biomédical très technique de l'hôpital pouvait retrouver une certaine forme de tradition et de valeur à travers notamment ces consultations qu'on retrouve aujourd'hui dans la tradition des passes. Et je trouve que pour nous, ça a été très important, parce que c'était nous imposer une réflexion tout à fait importante qui a à voir avec les états généraux de la bioéthique en ce moment. On a souhaité, le comité d'organisation, que cette rencontre d'aujourd'hui, même si ça peut paraître paradoxal par rapport aux grandes questions de l'intelligence artificielle, des big data, ou même toutes les techniques aujourd'hui, quand vous parlez de CRISPR-Cas9, tout ce qui se passe en matière de génomique, ça peut paraître un peu surprenant qu'on aborde une question aussi finalement immédiate, aussi humaine, aussi simple. On n'est pas dans le transhumanisme, on est dans l'hyperhumanisme lorsqu'on aborde ces questions. On a souhaité, et on le fait d'une manière officielle, pas en catimini, que la question de notre responsabilité sociale, individuelle et politique vis-à-vis des personnes en situation de migration soit notre question. Et d'ailleurs, en y réfléchissant d'un point de vue philosophique, on est quelque part tous des migrants à travers une existence. Et donc, d'un point de vue tout à fait essentiel, ce sont des questions qui nous concernent chacun d'entre nous d'un point de vue intime, personnel et en termes de responsabilité politique. Donc nous avons à cœur que cette rencontre se situe dans le cadre des états généraux de la bioéthique. C'est une question de bioéthique, d'autant plus que, vous l'avez vu à travers les états généraux qui ont été lancés par le CCNE en janvier dernier, la bioéthique, les territoires de la bioéthique concernent aujourd'hui absolument d'autres nouveaux champs, notamment nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Et pour assumer ces responsabilités, il faut qu'on soit déjà digne des générations présentes. Et c'est vrai que quand on a réfléchi à cette rencontre, on s'est dit on va apporter un certain nombre d'arguments pour beaucoup d'entre vous. Au quotidien, vous vivez un engagement fort, mais il est quelquefois intéressant d'avoir un certain nombre de références, un certain nombre d'approfondissements en matière de réflexion, de questionnement peut-être plus abouti, c'est ce que nous on appellerait l'approche éthique. Mais la question pour nous fondamentale est vraiment la question de la responsabilité. Quelle responsabilité assumer? Et pour assumer une responsabilité, il faut en comprendre les enjeux, il faut identifier un certain nombre de thématiques. Et on voit très souvent qu'au-delà de l'immédiat, il y a des enjeux de fond, notamment en matière de migration géopolitique, mais il y a des enjeux aussi d'ordre économique. Il y a des enjeux de solidarité, de vivre ensemble, de qu'est-ce que c'est notre société démocratique aujourd'hui face à ces défis. Les générations précédentes ont été aussi confrontées à la question de la migration. La question de la migration, c'est une donnée, c'est un déterminant, et c'est quelque chose finalement qui caractérise aussi notre capacité d'attention à l'autre, ce qu'on appelle en éthique le devoir de non-abandon. Voilà, donc je vous disais, dans ces mots introductifs, on est, comme chacun d'entre vous, dans l'attente de ce qui va se passer aujourd'hui. Le comité d'organisation a souhaité que différentes compétences, différents regards, différentes expertises soient sollicitées pour participer de cette rencontre. On espère qu'il y aura aussi l'interactivité et qu'au-delà de cette journée,
qui ne remet pas en cause tout ce qui se fait déjà d'exceptionnel. Quand on s'est lancé dans cette aventure, moi qui ne suis pas spécialiste de ces questions bien spécifiques, j'ai regardé le nombre de colloques, y compris en partenariat avec l'École des hautes études en santé publique. Donc il y a beaucoup de colloques. À un moment donné, il faut uniquement qu'on passe du colloque à l'action politique. Et il faudrait que de l'agenda des priorités politiques, on n'ait pas uniquement le plan intelligence artificielle ou génomique, qu'on ait une mobilisation de la société, donc de chacun d'entre nous, pour nous aider à comprendre que les enjeux d'une société qui se veut solidaire, qui doit affronter une certaine forme d'indifférence, d'inhumanité, cette société, si elle ne défend pas aujourd'hui des valeurs aussi fortes que celles qu'on va essayer de partager aujourd'hui, pourrait verser très vite dans la barbarie, et peut-être qu'elle est quelque part déjà barbare. Voilà pour le mot introductif. Là, c'était le mot un peu générique, philosophique. Et je donne la parole de suite à Antoinette. Je dois dire qu'Antoinette Gélaud, donc on se connaît depuis des années, anatomopathologiste, donc on travaille beaucoup, et c'est pour vous anecdotique. Le premier groupe de travail qu'on avait mis en place en 1995 à l'Espace Éthique, c'était sur les chambres mortuaires. Pour vous dire à quel point on a considéré que le soin, et donc Antoinette, le soin, soigner l'autre, c'est compris soigner l'autre quand il y a une situation de vulnérabilité absolue, lorsqu'il est mort, mais c'est aussi ses proches, c'est aussi la société, c'est aussi inventer des nouveaux rituels dans une société qui finalement non pas abandonne ses morts à l'hôpital, mais où c'est de plus en plus on meurt dans des hôpitaux et des institutions. Il y a toute une réflexion qui avait été déployée en 2012 par François Hollande, d'une concertation nationale qui aboutit à une loi sur la fin de vie. Donc on est des vieux routiers. Et vous voyez, pour nous, il n'y a pas de mauvais sujets. Tous les sujets sont extraordinaires. Et c'était rassurant de voir que les agents de chambre mortuaire, qui sont des professionnels, ont également un sens aigu du soin et des valeurs de l'engagement lorsqu'ils sont auprès d'un défunt, qu'ils ont accompagné finalement dans ces derniers moments parmi nous. Je donne la parole à Antoinette, puisqu'elle a été, à mon avis, l'inducteur, sans laquelle finalement la réunion n'aurait peut-être pas eu lieu. Et ensuite, il y a eu tous les relais qui sont mis en place. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Ce colloque, nous l'avons pensé à 5. Médecins du Monde, l'École des hautes études en santé publique, le Centre d'économie de Paris-Nord, l'Espace éthique Île-de-France et enfin l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers. Ensemble, nous avons voulu ce colloque comme un lieu de débat public sur les enjeux de l'accès aux soins des personnes migrantes en France. Nous espérons qu'il sera aussi l'occasion d'une réflexion constructive et pourquoi pas le creuset de propositions politiques et citoyennes. Notre choix de travailler ensemble à ce colloque, je pourrais l'argumenter en énonçant nos champs de compétences respectifs. Il m'a semblé beaucoup plus opportun et plus représentatif de notre état d'esprit de le justifier par nos champs d'action possibles. Pour cela, dire le quotidien de migrants était finalement la meilleure introduction que j'ai pu trouver. Voici donc l'histoire d'Adama. Adama a 16 ans lorsqu'il arrive en France. Il a traversé la Méditerranée sur un canot pneumatique. À son arrivée, il a été emprisonné en Espagne, puis la Croix-Rouge lui a donné un billet de bus et il est arrivé un matin de décembre à Paris. Adama est l'aîné de sa fratrie. Il a donc été envoyé en Europe pour gagner beaucoup d'argent afin de l'envoyer à sa famille et de lui permettre éventuellement de revenir un héros multimillionnaire dans son quartier. Le problème est que le pays pour lequel Adama a quitté le sien n'existe pas. Inutile d'expliquer cela à la famille restée au pays. Ils ne peuvent, ni peut-être ne veulent l'entendre. Adama ne peut pas rentrer chez lui. C'est inimaginable. Il est condamné à rester en France. Adama n'avait aucun papier sur lui. Les passeurs lui avaient conseillé de ne pas en avoir. Et les papiers qu'il a fait envoyer par sa famille après son arrivée en France n'ont pas convaincu l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, il a été reconnu majeur. Sans prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, Adama ne fait l'effet d'aucune mesure d'hébergement, mais au-delà. Il ne bénéficie d'aucune couverture maladie et n'aura que très peu de chances de se voir accorder un titre de séjour. Adama est aidé par des bénévoles et des associations. Il fait une demande d'AME, aide médicale d'État. Celle-ci est rejetée car il n'a pas produit de photocopie de passeport. Adama, toujours aidé par des bénévoles et des associations, demande alors un passeport auprès de l'ambassade de son pays en France. Et il l'obtient. Il l'obtient après que la police de l'air et des frontières ait vérifié la légitimité des documents produits. Sur le passeport, Adama a 16 ans. Il est donc mineur.
encore aidé par les associations et les bénévoles, Adama fait une nouvelle demande de reconnaissance de minorité auprès de l'ASE, mais de notre département. Nous dirons que c'est le département numéro 2. Sa deuxième demande est rejetée au prétexte que son passeport est très certainement faux. Il a aussi déposé sa deuxième demande d'aide médicale d'État, assortie de la précieuse photocopie du passeport. Sa deuxième demande d'aide médicale d'État est rejetée. Non pas parce que son passeport est faux, mais parce qu'il n'a pas donné le détail chiffré de ses moyens de subsistance. Précisons que sur le document CERFA 11 57 305, il avait bien nommé « nature des ressources égale 0 ». Il faut qu'il justifie qu'il n'a pas de ressources. Toujours aidé par des bénévoles et des associations, Adama fait appel de la décision de l'ASE du département numéro 2 et après expertise du passeport par la police de l'air et les frontières, celle-là même qui avait permis sa délivrance, le document est reconnu comme légal et la juge pour enfants du département numéro 2 le reconnaît mineur. Adama a alors 17 ans. Mais comme entre-temps Adama est retourné vivre dans le département numéro 1 où il y a un hébergement et une place en lycée, la juge pour enfants du département numéro 2 se dessaisit au bénéfice de la juge pour enfants du département numéro 1. Adama, officiellement mineur, relève donc de la PUMA, la protection universelle maladie. Le problème est que 5 mois après le dessaisissement de la juge du département numéro 2, la juge du département numéro 1 n'a toujours pas statué. Adama téléphone à l'ASE du département numéro 1 où il vit, qui lui dit que, comme ils n'ont aucune information de la juge pour enfants, pour eux, il est toujours majeur. Dans l'intervalle, se soigner va devenir difficile, car le directeur de l'hôpital local a fermé la PAS, la permanence d'accès aux soins, et a demandé à ce que les usagers de la PAS se présentent aux urgences. On ne sait pas si la ligne budgétaire de la PAS a aussi été détournée vers le service des urgences. Le fait est que les médecins exerçant dans les urgences n'ont aucune formation ou situation de précarité, et que la présence de précaires dans les urgences, alors que la durée moyenne de l'attente est de 6 heures, n'augure pas d'un accueil particulièrement chaleureux de la part de la population présente. Adama est scolarisé dans le département numéro 1, dans une classe spécialement ouverte par l'Éducation nationale pour les jeunes migrants comme lui, et qui est opportunément appelée classe Odyssée. Ce compagnon de classe Bilal a été transféré depuis un autre département vers le département numéro 1, où l'ASE se pose des questions sur sa minorité. Un âge osseux est demandé. Le médecin sollicité répond 18 ans plus ou moins 18 mois, ce qui permet à Bilal d'être officiellement intronisé mineur par le juge de ce département, ce qui somme toute n'est pas si mal puisqu'il a 15 ans. Son camarade de classe Douma n'a pas eu cette chance. Son test osseux a donné lieu à la conclusion médicale 18 ans. Il n'y avait pas les plus ou moins 18 mois qui auraient permis à Douma de continuer sa scolarité à l'abri d'un toit. À l'heure où je vous parle, Douma est à la rue, depuis hier. Comme il n'a pas de document attestant de son âge, celui-ci a été évalué sur la seule foi d'un examen radiologique dont la juge qui avait déclaré la minorité d'Adama écrivait dans son argumentaire qu'il était déconseillé d'y avoir recours en raison de leur valeur imprécise et peu probante. Comment alors ne pas citer le rapport du rapporteur des droits de l'enfant en 2017, du défenseur des droits, qui dit « Il pourrait s'installer un dispositif dérogatoire de droit commun qui tendrait à considérer ces jeunes d'abord comme des étrangers avant d'être des enfants à protéger. » Étrangers, le mot est dit. Adama, Bilal et Douma sont des enfants migrants. Pardon ? Bien, on va continuer, on discutera tout à l'heure. Adama, Bilal et Douma sont des enfants migrants. Ils sont issus de peuples de migrants dont nous avons brutalement pris connaissance et conscience en 2015 et que nous regardions sidérés, marcher le long des routes, être entassés dans des camps ou dormir dans la rue. Ces migrants ne sont ni des misérables ni des vaincus. Bien au contraire, à l'image de ces 3 enfants dont je vous ai rapporté l'histoire, ils sont projets, ils sont foi en l'avenir, ils sont envie de vivre et ensemble. Ils n'ont pas besoin d'être assistés. Leur unique besoin est que dans le pays démocratique où de fait ils vivent, l'exercice de la démocratie s'étende à eux aussi en termes de liberté, d'égalité, de fraternité.
Les services publics sont les outils de la démocratie, puisqu'ils permettent aux individus d'accéder à la citoyenneté, que ce soit par l'éducation, la santé ou par leur participation à la dynamique économique de la cité. Le juriste Léon Duguy disait des services publics qu'ils étaient indispensables à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale. Mais quand les services publics, en l'occurrence les caisses d'assurance maladie, les services de l'aide sociale à l'enfance et l'hôpital, voient leur fonction détournée vers la gestion du nombre et non pas de l'individu, la démocratie perd une part de son âme. Car l'accès aux soins va au-delà de la valeur fondamentale d'égalité. Il donne la possibilité aux individus en situation de précarité de dépasser l'urgence, de construire leur avenir, d'acquérir une autonomie et de réaliser leurs projets, somme toute d'accéder à la liberté de vivre un individu responsable et de participer en retour à la préservation de notre démocratie en y insufflant leur foi en l'avenir et leurs différences. Car n'oublions pas que la démocratie n'est rien d'autre qu'un pari optimiste d'un bien-être ensemble, d'un bien vivre ensemble. Un choix délibéré et actif de la foi en l'autre. On ne saurait la réduire à un équilibre financier ou à des statistiques sécuritaires. Non, la démocratie requiert beaucoup plus d'ambition, et notamment celle de prendre le risque de rencontrer l'autre. Elle mérite aussi de s'interroger vraiment. Au nom de quoi ces hommes et ces femmes n'auraient pas accès à des soins qui sont possibles et disponibles? Est-il raisonnable de parler de frontières au-delà desquelles on renvoie ces étrangers, alors même que la Terre n'est rien d'autre qu'un monde clos où nous sommes tous condamnés à vivre ensemble? D'où nous vient cette peur de l'étranger? Pierre Desproges avait sa réponse. L'ennemi est bête. Il croit que l'ennemi c'est nous, alors que l'ennemi c'est lui. Il est temps de choisir entre la peur et l'accueil, entre la passivité et la citoyenneté, entre le pessimisme et l'optimisme. Sans cet a priori optimiste, qui n'est rien d'autre que la troisième maxime de notre République, la fraternité, la démocratie ne peut exister. Je terminerai par les mots d'Emmanuel Lévinas. Quand le visage de l'autre apparaît, il m'oblige. Alors approchons-nous, laissons leur visage nous apparaître et découvrons que la fraternité n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'un comportement, c'est aussi un espoir et une joie partagée. En conséquence de quoi, je vous souhaite un très heureux colloque.